Bienvenue à toutes et à tous. On voit qu'on a beaucoup de participants qui nous rejoignent. On vous souhaite donc la bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, euh, on est là pour un nouveau webinaire et on va avoir un aperçu de la Suisse avec donc le secrétariat d'affaires, d'État aux affaires économiques de la Suisse. Avant de commencer, juste quelques instructions pour que vous puissiez bien suivre ce webinaire. Donc, on voulait vous préciser que vous serez tous en silencieux pour avoir aucune interférence avec les intervenants et vos caméras sont également éteintes. Si vous avez des questions spécifiques aujourd'hui pour nos intervenants, vous pouvez les inscrire dans le chat et comme lors des webinaires précédents, on n'aura pas forcément l'opportunité de répondre à toutes vos questions, mais à la fin, on enverra donc les questions aux intervenants d'aujourd'hui qui pourront vous répondre ultérieurement et on vous renverra ensuite donc un document avec les questions-réponses après coup. Je voulais également vous inviter à cliquer sur le canal d'interprétation, dans l'interprétation disponible vers l'espagnol et le français. Le webinaire sera tenu en anglais aujourd'hui. On vous invite donc à vous connecter au canal qui vous convient le mieux. Et maintenant, on souhaite vous présenter donc nos intervenants. Nous avons deux intervenants aujourd'hui. Nous avons tout d'abord le docteur Dorit Brega qui travaille en tant que responsable des relations internationales au secrétariat d'État pour les affaires économiques, donc SECO, d'après l'abréviation. Et dans la division chômage, elle a un diplôme en sciences sociales et a travaillé. Et avant SECO, elle était employée comme secrétaire exécutive pour le ministre de l'Éducation suisse. Elle était impliquée dans un projet de financement des institutions des études supérieures. Elle a travaillé pour les formations professionnelles à l'Université de Berne. Et nous avons un deuxième intervenant, M. Martin Gassa, qui travaille comme conseiller scientifique au secrétariat d'État pour les affaires économiques au niveau de la division donc chômage et assurance travail. Il s'occupe de développement de stratégie pour les services publics pour l'emploi. Il a un diplôme en sciences sociales et en statistiques. On est absolument ravis de les avoir avec nous aujourd'hui, qui vont nous présenter donc les SECO et on leur donne la parole. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup, Nicole. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Très bien. Donc, nous avons la présentation sur les services pour l'emploi de Suisse. Nous avons donc préparé cette présentation avec Martin Gasses, qui vous a été présentée par Nicole. Alors, pour vous présenter un petit peu la Suisse, au niveau de cette page, donc j'ai fait un petit montage d'images avec des activités, des idées qui pourraient être perçues comme étant typiquement suisses. Lorsqu'on entend le mot Suisse, d'après une enquête, les gens dans 80 pays ont des associations d'idées assez similaires par rapport à notre pays. Lorsqu'on entend la Suisse, beaucoup de gens pensent aux Alpes, au chocolat et à la beauté des paysages. Au niveau des secteurs économiques et politiques et au niveau des produits, on pense forcément aux montres, au secteur des banques, au tourisme, aux sports d'hiver. Donc, c'est quelque chose qui vient spontanément à l'esprit des gens lorsqu'ils entendent parler de la Suisse. En plus, par rapport au système politique, on envisage le pays comme étant neutre, prospère et stable. D'autres aspects, donc, on a cette perception d'un pays ou d'une nation euh, neutre, comme on peut le montrer avec donc les trois cantons pardon, lors du Moyen Âge qui se sont défendus.
J'ai inclus des images de ce lac dans ma présentation, puisque ces conflits ont eu lieu par là-bas. Une autre caractéristique, c'est la composition des régions en 4 langues, avec également une région francophone et germanophone. Et donc, on a ces différents aspects linguistiques à plusieurs niveaux et également au niveau politique. On a un système de sécurité sociale très bien développé. On a son site géographique, donc vraiment au cœur de l'Europe. Et on a l'aspect culturel et politique que cette région a eu sur le pays. Le Conseil fédéral a approuvé un mandat pour entrer en négociation avec l'Union européenne afin de développer et stabiliser les relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne. Ensuite, pour vous présenter davantage quelques chiffres clés concernant la Suisse, j'ai ajouté cette page. Alors, tout d'abord, la Suisse est un État fédéral. Dans beaucoup de domaines politiques, comme en matière d'éducation et de services pour l'emploi, ces responsabilités sont données au gouvernement des 26 différents cantons. La capitale fédérale est Berne, même si Zurich est le centre économique et la ville la plus grande de Suisse. C'est un pays avec un PIB par habitant élevé. En troisième place, l'année dernière, après le Luxembourg et l'Irlande. La population de Suisse est de 8,6 millions d'habitants. Entre 2012 et 2022, la population de Suisse a augmenté d'environ 10% dû à l'immigration. C'est pour cela que la proportion de personnes d'origine immigrées sont à hauteur de 40%, avec 26% d'étrangers, ce qui est assez élevé. Au niveau du système politique, eh bien, nous avons une démocratie directe avec des élections au Conseil et les citoyens suisses ont l'opportunité de voter directement sur un certain nombre de problématiques et d'initiatives politiques. Par exemple, concernant la retraite, l'année dernière, l'âge de la retraite pour les femmes a été augmenté jusqu'à 65 ans, donc à égalité avec l'âge de la retraite pour les hommes. Le gouvernement en Suisse est composé de 7 conseils fédéraux avec un département politique. Ils prennent la décision de manière consensuelle. À l'heure actuelle, 3 de ces conseils ont des femmes à leur tête. Au niveau de l'État-providence libéral, de l'État-providence, la Suisse a été décrite comme étant un État-providence libéral. Le marché a toujours un rôle au niveau de la prestation de services, comme par exemple pour les services de garderie pour les enfants. Au niveau des services pour l'emploi, l'activation a joué un rôle clé pour les chercheurs d'emploi. Je viens de mentionner le fait qu'il y avait 7 départements politiques en Suisse. Un de nos départements est le département fédéral pour les affaires économiques, l'éducation et la recherche, et l'institution qui se rapporte donc au chef du département directement. L'année dernière, notre institution a adopté une mission officielle qui stipule que SECO donc, est le Centre fédéral gouvernemental d'expertise pour les problématiques liées aux politiques économiques pour assurer une croissance, des conditions de travail justes et en fournissant un environnement stable pour des politiques de commerce et d'emploi. Par rapport à d'autres ministères, SECO s'occupe d'objectifs liés à l'emploi et aux aspects économiques en même temps. Si on regarde l'état actuel
sur le marché du travail. On a une approche combinée qui fonctionne très bien pour la Suisse. Donc, au niveau des vues d'ensemble, on peut décrire la situation comme étant positive avec 84% de taux d'emploi. Donc, c'est le troisième en Europe, après les Pays-Bas et l'Islande. À 40,4%, à 80,4%, pardon, le taux d'emploi pour les femmes est assez élevé, mais on n'a pas d'indicateur au niveau de l'emploi à mi-temps. En ce qui concerne les secteurs, 78% des Suisses travaillent dans le secteur des services, 20% dans le secteur industriel et 2% dans l'agriculture. Donc, c'est assez justifié de justifier le service pour l'emploi comme étant vraiment axé sur le secteur des services. Un des défis comme les pays voisins, eh bien, après la pandémie, beaucoup d'entreprises ont du mal à trouver des personnels qualifiés, comme cela est montré par les chiffres ici à l'écran. Mais les pénuries semblent avoir atteint un pic à la fin 2023. On a quand même environ 40% des entreprises qui ont des difficultés dans le recrutement de personnel qualifié. Par rapport à la nature des pénuries, on fait la différence entre des pénuries structurelles ou à long terme et des pénuries liées au cycle économique. Donc, par exemple, les spécialistes dans les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, des professionnels de la santé, des ingénieurs, des responsables. Donc, ça fait partie des postes pour lesquels on a du mal à recruter. Et d'autre part, on a également des pénuries cycliques. Et par rapport à ces professions, on a des temps d'attente ou avant de pourvoir les postes. Donc, en ce qui concerne, par exemple, les postes tels que pour les installateurs de chauffage, les plombiers, les installateurs de systèmes solaires, etc. On a des pénuries cycliques pour ce genre de postes. Malgré les pénuries, dans un certain nombre de secteurs et dans un certain nombre de professions, au niveau du service public pour l'emploi, on observe deux indicateurs qui existent avec deux approches méthodologiques différentes. Donc, l'indicateur du SECO est basé sur le taux de chômage enregistré. Lorsque les demandeurs d'emploi n'ont plus droit aux subventions, à moins qu'ils se réenregistrent, et ils ne seront plus couverts par cet indicateur. Ils doivent donc se réenregistrer pour être pris en compte. Sinon, donc, le taux de chômage semble plus bas que la définition de l'ELO. D'après les données récentes pour le mois de mars de cette année, le taux était à 2,4%. Ce que je peux dire au niveau de cet indicateur, donc les femmes dans les dernières années ont un taux de chômage plus bas par rapport aux hommes, et c'était le cas à l'opposé si on utilise l'autre indicateur, l'indicateur de l'OIT. En plus des schémas de genre, on a également une tendance pour les travailleurs âgés, donc entre 50 et 64 ans. Le taux d'emploi est en général plus bas que le taux de chômage moyen. Ce qui montre vraiment une bonne pratique de la part de l'OCDE, et ça a été une critique de l'OCDE. C'est important de mentionner également le fait que les travailleurs étrangers ont un taux de chômage plus important, ce qui s'explique par le fait que les travailleurs étrangers travaillent principalement dans certains secteurs comme le tourisme, la construction, etc. Et en général, ils sont recrutés avec des contrats à temps partiel. Donc, ce qui explique les chiffres de taux de chômage pour cette catégorie. Le groupe cible le plus important
sont les travailleurs âgés, même s'ils sont à un risque moindre de faire face au chômage, ces travailleurs ont un risque plus important de rester au chômage pendant une période de temps étendue par rapport aux autres groupes. L'interprète s'excuse, on semble. In addition to senior workers, the promotion of the so-called domestic labor force potential has become an important policy aim in Switzerland in recent years due to the adoption of a package of seven measures by the Federal Council in 2019. In 2019, it is perhaps worth mentioning that this package was created in the context of a referendum initiative and aims to support the labor market opportunities of broad sections of the population, in particular senior workers, youth workers, as well as workers with a migrant background. Two of these measures are affiliated with the unemployment insurance. Out of the two, I have presented here I have briefly wrapped up the Impulse program here. Essentially, the project was or provided financial funding for the regional public employment services if they were interested in designing innovative labor market measures for hard to place job seekers or job seekers aged 50 years or higher. This program, even though we are eagerly awaiting the results of the evaluation, is largely independent of the regular structure of the public employment services. But given the high project volume, it seemed worth mentioning on our occasion today. Speaking of the organization of the public employment services, at this slide, I have displayed the most important institutions in the context of the public employment service in Switzerland. I have already mentioned that in Switzerland, being a federal state, many enforcing competencies lie with the cantons. This also applies to public employment services, which means that cantonal offices, regional employment centers, logistics offices for labor market measures, and cantonal unemployment insurance funds are responsible for enforcing the tasks that are assigned to them by legal basis. SECO, on the other hand, supervises that the enforcing bodies respect the legal provisions, of which the Employment Placement and the Unemployment Insurance Act are the most important ones. In addition to supervision, SECO supports the cantonal public employment services with the necessary information systems, such as a database for administrating job seekers and vacancies, as well as databases for the administration and calculation of labor statistics. According to the legal basis, the core tasks of the 101 regional employment centers in Switzerland are the registration and administration of job seekers and vacancies, and in the second step, the placement and counseling of job seekers, as well as the potential incorporation of labor market measures. The way these four areas of responsibilities are interwoven, in my opinion, indicates a strong direction of trust to rapidly reintegrate unemployed into the labor market. This thrust is based on so-called mutual obligations, which unemployed job seekers have to accept once they claim unemployment benefits. With regard to the actual practice, this thrust is mainly created by efforts of the counselors to intensify the job search by means of regular contacts with the employment offices, a close monitoring of the search of efforts by the counselors, the creation and agreement on individual action plans for the job seekers, as well as the direct matching of unemployed to vacancies. And of course, which should also mention in this regard, also it is not a genuine task of the counselors. The avoidance of disincentives is something which should be which matters as well here, I think. Thus, the unemployment insurance regime allows the job seekers may earn interim salaries
while receiving unemployment sorry, Dorit. benefits. Yeah. Sorry for interrupting you. I understand that we have an issue with the French interpretation. Oh, There's some connection. Oui, je suis revenue. Just a real quick short pause. Sorry for the interruption. L'interprète s'excuse, je suis revenue. I'm hoping that we will get this fixed very soon. Otherwise, we will just then go on. But yeah, right now we have several people in the chat that they don't understand anything. So I'm hoping we get this fixed very soon. But quick. L'interprète s'excuse, on est de retour. It's fixed now, so sorry for the interruption again, Dorit, but we can go on now. Okay, I think I've already finished my part. Alors, j'ai déjà terminé ma partie sur le rôle des différents départements. Il me reste une page. Voilà, donc enfin, on devrait mentionner que selon les circonstances individuelles donc des demandeurs d'emploi, les centres régionaux collaborent avec des institutions partenaires, comme par exemple pour avoir des services de conseil aux carrières, aux services sociaux. Et l'objectif de la coopération entre les institutions, c'est d'améliorer les chances des demandeurs d'emploi d'être réintégrés ou intégrés dans le marché du travail de manière aussi efficace que possible, également afin d'éviter des duplicata et des erreurs administratives. Après cette présentation de la Suisse et du cadre institutionnel des services pour l'emploi, je vais donner la parole à mon collègue qui va vous présenter des projets permanents et récents de l'assurance pour l'emploi. Des projets ont été sélectionnés parce que des visiteurs ont désigné cela comme étant de bonnes pratiques ou parce qu'ils représentent des activités récentes ou des projets pilotes sur lesquels on souhaiterait avoir votre retour. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci, Dorit. J'espère que vous m'entendez. Donc, je voulais maintenant rentrer dans les détails de notre nouvelle stratégie pour 2030. Alors, je ne peux pas changer les pages. Je crois que c'est à vous de le faire. Voilà. Alors, nous avons plus de 100 centres pour l'emploi en Suisse avec beaucoup d'autonomie. Donc, ces centres locaux ont beaucoup de liberté sur le type de service qu'ils peuvent fournir, comment est-ce qu'ils s'organisent les uns entre les autres, quel genre de stratégie est-ce qu'ils visent, par exemple, les stratégies de réintégration. Donc, ça, c'est une de nos philosophies fondamentales. On adapte au niveau local aux différentes situations. Cependant, on doit éviter que ces centres locaux aient une stratégie régionale. Par exemple, il y a des régions qui s'axent sur une industrie et donc on essaie de ne pas promouvoir ce genre d'industrie en utilisant l'argent de l'assurance pour l'emploi, puisque c'est le même pot pour l'ensemble de la Suisse. Donc, toutes les contributions sont centralisées. Donc, on doit s'assurer que l'ensemble des centres aient les mêmes objectifs. Et ces objectifs sont opérationnalisés et mesurés par 6 indicateurs de performance, avec donc ces différentes bulles en haut à gauche. On a ces indicateurs de performance qui spécifient les objectifs. Et on mesure ces indicateurs avec donc un pilotage et on a classifié les différents centres sur donc dans quelle mesure est-ce qu'ils atteignent leurs objectifs de manière relative et non absolue. Donc, on fait ça par rapport à une comparaison par rapport à une moyenne. Prochaine page, Dorit. Alors, ce n'est pas assez vraiment direct puisqu'on doit avoir des ajustements, on doit avoir des valeurs ajustées aux différentes régions. Je vous ai montré ici 3 photos. Donc, en haut à gauche, vous avez Moitz.
avec un marché du travail autour du tourisme et peut-être de la construction également. Donc, on a des marchés vraiment unilatéraux et on a d'autres marchés du travail comme en haut à droite qui dépendent de petites et moyennes entreprises. Et vous avez également des régions où on a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques internationales ou des banques, ce genre de choses. Donc, on a vraiment des marchés du travail très différents et on doit donc s'ajuster par rapport à cette différence lorsque l'on mesure les performances. Et on fait cela avec des modèles de régression. Donc, on peut passer à la page suivante, qui prennent en compte les facteurs les plus importants. Par exemple, si on a une zone touristique, on a beaucoup de chômage saisonnier. Et si on mesure donc le taux de personnes au chômage à long terme, ce taux sera très bas, puisque en général, l'emploi saisonnier donne. On a cette saisonnalité dans l'emploi et dans le chômage. Si vous êtes responsable d'un centre, vous savez qu'en moyenne, des personnes ont 153 jours de chômage avec l'indemnité journalière. Et grâce à notre modèle de régression, on a une valeur attendue de 144. Donc, on a ensuite un point de référence qui est à 94 ici. Et ça permet d'indiquer si vous êtes en dessus, au-dessous du seuil. Et c'est quelque chose qui est communiqué directement donc aux responsables et au président régional. Donc, en fait, on a cette idée de pilotage en Suisse, on ne s'améliore pas en économisant de l'argent sur nos services, mais en fournissant de meilleurs services. On a un budget qui est fixe et qu'on peut utiliser en toute liberté. Mais en fait, l'objectif, c'est d'utiliser ces ressources de la manière la plus efficace possible. Et c'est ce qui est mesuré, en fait, grâce à cela. En fait, on a la gestion par les statistiques grâce à notre modèle de régression. Et si on regarde maintenant la page suivante, si je devais faire un équilibre entre ce qui est positif et négatif sur ce système de pilotage, eh bien, cela permet d'avoir des stratégies adaptées au niveau local, très peu d'aspects bureaucratiques, puisque les centres n'ont pas besoin de remplir de longs rapports ou de collecter des données supplémentaires. Il y a très peu d'efforts supplémentaires, puisqu'ils ont déjà beaucoup d'administration ou d'effectifs administratifs et on ne veut rien rajouter. Ce qu'on utilise, ce sont des données qui sont de toute façon collectées et qui font déjà partie du processus. Donc, il y a très peu de bureaucratie impliquée. On a des objectifs très clairs. C'est très important, puisque le fait d'avoir les mêmes objectifs partagés, alors que les régions suisses sont tellement différentes, c'est une très bonne chose. Ce qui n'est pas si bien peut-être l'inconvénient, je voulais souligner deux choses. On n'a pas les mêmes services partout. On a les mêmes subventions ou allocations chômage, mais au niveau des politiques on a beaucoup de différences. Donc, par exemple, si je me retrouve dans un centre, peut-être que j'aurai des formations très tôt. Dans d'autres, peut-être que c'est après 6 mois de chômage. On a vraiment différents types de services et ce type d'inégalités sont présentes selon les centres auxquels vous vous rendez. Donc, cela suit une approche des années 90, mais maintenant, on a cet aspect numérisation, non, transformation numérique, etc. Et cela fait sens d'avoir différentes stratégies au niveau local, mais si on veut développer une application pour les demandeurs d'emploi, ça ne fait pas de sens que pour chaque centre de développer une application chacun. Et donc, avoir une solution centralisée, je vais essayer de naviguer cet aspect, mais en fait, on a une tendance à la centralisation avec la transformation numérique.
Et ça peut avoir un conflit avec la philosophie qu'on a un petit peu ancienne, avec l'indépendance au niveau local. Donc, c'est peut-être un des inconvénients de notre système. On peut prendre des questions plus tard par rapport au système de pilotage, mais je voulais passer maintenant au deuxième sujet. Donc, au niveau de notre stratégie SPE qu'on a développée l'année dernière, la stratégie SPE 2030, autour de 12 objectifs stratégiques. On peut passer à la prochaine page. Vous pouvez trouver cela en ligne. C'est disponible, bien entendu, en français, en allemand, en anglais, avec la stratégie et ses 12 objectifs. Et en fait, je veux vous donner une vue d'ensemble. Ils sont rassemblés sous 3 domaines, A, B, C. Si vous vous rendez donc sur la page avec les objectifs A, afin d'approfondir notre connaissance du marché du travail, ça peut paraître assez trivial, mais ça ne l'est pas du tout, puisque d'une part, on a vu que dans certains secteurs, les entreprises cherchent désespérément à recruter, et donc on veut pouvoir être capable de reformer ou de qualifier les personnes au chômage pour qu'ils puissent ensuite travailler dans ces industries, donc tout en respectant la loi, bien entendu. Donc ça, c'est un défi. Ensuite, en particulier dans les zones urbaines, on a un marché du travail très dynamique avec beaucoup d'emplois, beaucoup de nouvelles compétences qui sont requises. Et pour nos SPE, c'est parfois difficile de suivre ces changements qui permettent de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle dans le marché du travail. Donc, on essaye de faire quelque chose à ce niveau-là en fournissant, par exemple, une plateforme publique pour l'emploi pour essayer de suivre davantage ce qu'il se passe pour ensuite créer des programmes de qualification, de formation, pour employer également des coachs pour l'emploi, donc qui non seulement conseillent ou donnent des recommandations aux chercheurs d'emploi, mais maintiennent un réseau actif avec les employeurs. Donc, au niveau employeur, il faut qu'ils puissent savoir ce qu'il se passe au niveau des recruteurs. En fait, c'est vraiment une idée fondamentale pour cette section A. Ensuite, pour la section B, on a 4 objectifs qui mettent l'accent donc sur la fourniture de conseils professionnels individualisés aux demandeurs d'emploi. Donc, aux professionnels individualisés, c'est-à-dire qu'on doit recruter les bonnes personnes, on doit investir dans le développement de leurs compétences, puisque les SPE se focalisaient surtout sur le fait de suivre la conformité des demandeurs d'emploi. Est-ce qu'ils sont en phase avec les critères d'éligibilité pour recevoir l'allocation chômage, avec également un nombre d'applications qui devaient être effectuées afin d'être en phase avec ces critères. Et en fait, on veut s'éloigner de cette approche et avoir une approche plus professionnelle, une approche plus de conseil pour les personnes qui en ont besoin. Pour beaucoup de personnes, il y a très peu de choses à faire parce que parfois, les gens n'ont pas besoin de notre aide, ils connaissent les marchés, les sous-marchés, ils savent quelles sont leurs compétences, ce qui est requis. Pour certaines personnes, on n'a rien besoin de faire, mais on a également des personnes pour lesquelles on doit faire beaucoup plus de choses que ce que l'on fait à l'heure actuelle. Donc, l'idée, c'est essayer de trouver des ressources, de prendre des ressources maintenant et les focaliser sur les personnes qui ont vraiment besoin de ces ressources ou qui ont besoin davantage de soutien. Donc, voilà l'idée de la section B. Et maintenant, on a la section C. Donc, je pense que beaucoup de pays reconnaissent déjà cet aspect solution numérique. On est un petit peu en retard par rapport à certains pays sur cet aspect. On espère, c'est un de nos objectifs, on espère avoir une plateforme client avec les interactions des SPE qui pourraient avoir lieu sur cette plateforme, avec par exemple les prestataires de services pour des programmes qui incluent les demandeurs d'emploi, les employeurs. Donc, vraiment avoir un portail unifié. On pourrait avoir des interactions avec nos clients, avec les différentes parties prenantes. C'est vraiment un des objectifs. Un autre objectif, ce serait d'avoir
un contrôle automatisé pour ces mesures de conformité, puisque ce sont des tâches très répétitives. On essaye d'automatiser ce processus et on essaye d'automatiser également les correspondances entre les compétences et les emplois. L'objectif de tout cela, de cette numérisation, ce n'est pas de faire des économies, mais c'est essayer de libérer des ressources qu'on peut ensuite investir donc vers ces systèmes personnalisés en face à face. Donc vers ce segment de demandeurs d'emploi qui ont vraiment besoin de ce type de soutien. J'espère que les choses sont assez claires. Donc voilà les deux idées principales. On doit être au plus proche des employeurs pour savoir ce dont ils ont besoin. À l'heure actuelle, on doit réduire ensuite les tâches administratives et numériser autant que possible, non pas pour faire des économies, mais pour libérer du temps, pour avoir davantage de temps pour les services en face à face, pour les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. Voilà. Alors, sur mes deux prochaines pages, donc on a ces projets, un projet correspondance des données de développement. D'autres pays ont déjà cela en place, comme je l'ai dit, hein, et c'est un petit peu symptomatique de comment est-ce que la Suisse fonctionne. On n'a rien de tel. À l'heure actuelle, on n'a pas de plateforme de correspondance automatique, on en a une vraiment très, très basique et on souhaiterait en avoir une, mais on ne veut pas faire ça directement. La Suisse fait toujours preuve de prudence dans ce que l'on fait en général. On achète deux prototypes, on les compare d'un point de vue expérience utilisateur. Donc, on présente les deux prototypes aux utilisateurs et on les laisse décider lequel est le meilleur, lequel fonctionne le mieux. Ces prototypes, c'est pour ça que j'ai mentionné cet exemple, je crois que c'est pour la prochaine page. Donc, on a deux philosophies différentes au niveau de ces deux prototypes. On en a un qui est le WCC. Je pense que beaucoup de SPE travaillent avec WCC. Donc, c'est un système où la correspondance est faite de manière très transparente, ajustable par l'utilisateur. Et on a un deuxième prototype développé par le THZ, donc l'Université de Zurich, qui est fondé sur différents moteurs. Donc, et l'utilisateur final va décider, d'après un test, donc quel prototype est le plus pratique. Est-ce que c'est celui qui est Glassbox ou Blackbox? Décider lequel fonctionne, essayer d'expliquer les différents aspects, essayer d'expliquer ce que l'on fait, etc. au niveau de ces deux projets. Donc, c'est ce que l'on fait. C'est peut-être un luxe, puisqu'on a le temps et les ressources de faire cela d'une manière où on a d'abord des prototypes que l'on peut comparer pour avoir ensuite le meilleur possible pour les utilisateurs. Mais bien entendu, ça retarde le processus. On a encore du temps avant d'avoir un système qui fonctionne complètement. Mais c'est peut-être un exemple de comment les choses fonctionnent ici. Je crois que je suis à la fin de ma présentation. On va maintenant pouvoir répondre à vos questions, mais je vous remercie de votre attention. Merci Martine, merci à Dorit pour vos présentations fantastiques. Je crois qu'elles ont été très importantes pour nous. Ça nous a permis d'avoir des données et des idées de programmes. Alors oui, nous avons reçu un certain nombre de questions déjà. J'ai une question ici. Alors, quel genre de mesures ont été faites afin de réduire les taux de chômage, en particulier pour les travailleurs étrangers? Est-ce qu'ils ont un problème d'adaptation? Donc, c'est deux questions. Mais peut-être que vous pourriez répondre à cette question. Sinon, on peut faire ça plus tard. Mais ça, c'est une des questions qui est vraiment très intéressante de la part d'un membre du public. Alors, comme j'ai essayé de l'expliquer lorsque j'ai mentionné les taux de chômage chez les étrangers, en fait, notre institution l'explique en général par les secteurs dans lesquels les étrangers sont surreprésentés. Donc, le secteur de la construction, le secteur du tourisme, de l'hospitalité
et avec des contrats qui sont plutôt à temps partiel ou des CDD. J'ai mentionné également l'importance d'éviter certaines problématiques avec, par exemple, des contrats limités. D'après notre schéma pour le chômage, on a une participation au marché du travail pendant 6 mois, avec ensuite 6 mois de chômage, une autre période de travail de 6 mois, etc. Donc, en fait, on a un roulement. C'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord pour des raisons politiques également, mais bien entendu, ça peut fonctionner comme une incentive dans certains secteurs où les personnes au chômage peuvent être perçues comme étant acceptées puisqu'il y a un filet de sécurité pour les personnes qui se retrouvent au chômage. En ce qui concerne les mesures spécifiques, je crois qu'il y a 2 ans, on a commencé un projet pilote qui visait les travailleurs saisonniers. On a demandé aux travailleurs saisonniers à Fréjus à Ticino de travailler pendant une période spécifique dans un canton et ensuite de se déplacer à un autre canton afin de continuer à travailler donc pour les saisons hivernales et estivales. Et en fait, pour un certain nombre de raisons, cette initiative n'a pas eu de succès. On a eu une charge administrative qui était trop élevée pour les participants, puisqu'ils devaient enregistrer leur résidence donc dans les 2 cantons. Et il y avait des pauses en fait entre les saisons estivales et hivernales. Donc, les travailleurs ne pouvaient pas travailler à temps plein pendant toute l'année. Mais c'est quelque chose qu'on avait essayé. Les participants intéressés peuvent continuer à travailler avec cette manière, avec ces 2 contrats, même si ça n'a fait plus partie des mesures des SPE. Alors, on a d'autres mesures qui existent, mais elles sont sous la responsabilité d'un autre secrétariat d'État, le secrétariat d'État pour la migration. J'ai mentionné au début de ma présentation que le soutien et la promotion des potentiels du marché du travail, c'est quelque chose qui a une importance en Suisse, en particulier au cours des dernières années, et les travailleurs d'origine étrangère font partie de cette population visée. Ces mesures sont affiliées avec donc, le secrétariat d'État pour la migration, consistent des allocations pour les employeurs s'ils décident de recruter quelqu'un d'origine réfugiés ou migrantes, etc. Il y a également d'autres mesures qui consistent à des programmes donc, de professionnalisation spécialisés pour les groupes de réfugiés, par exemple. Les réfugiés, mais également les travailleurs qui viennent de l'Union européenne et de pays tiers. Merci, Dorit. On a reçu d'autres questions, donc une question de Michael Mesquet qui parle de la numérisation. Donc, vous semblez vous diriger vers une prestation de service plus individualisée. Alors, normalement, les compétences numériques devraient être plus élevées en Suisse. Alors, pourquoi est-ce que vous avez pris cette approche? Est-ce que ce n'est pas pour réduire les coûts? Oui, en fait, c'est une très bonne question. Je pense que la présupposition fondamentale, bon, je dois y réfléchir davantage, mais si on parle de ce segment sur lequel on se focalise, donc 20-30% des demandeurs d'emploi qui ont besoin
d'un soutien supplémentaire. Ces personnes ne sont pas forcément à l'aise avec les questions informatiques. Donc, ça pourrait être difficile de les atteindre avec des services en ligne et des applications. Mais parfois, c'est le cas. Donc, on essaye de numériser certains services pour avoir plus de temps à consacrer à ces personnes-là qui sont moins à l'aise en informatique. Donc, ça a été un choix stratégique de rester plus axé sur des interactions en personne. La vision à long terme, c'est pas d'avoir tout en ligne ou de ne pas avoir d'application. On veut vraiment rester un service individualisé en personne avec des conseils. On a des études pilotes en cours avec des services individualisés en ligne, avec par exemple du coaching, des applications qui vous fournissent des informations, qui créent les bons retours pour vous, qui vous donnent des recommandations d'emploi, etc. Donc, on a déjà des services individualisés qui sont utilisés ou qui sont développés et qui seront très utiles pour un public plus large. Donc, on aura ces services numériques, mais on ne veut pas s'éloigner de notre service clé. On veut être assis en face de quelqu'un, leur parler, ou peut-être par Zoom des fois, mais vraiment les conseiller dans une période qui est difficile, une période de chômage qui est toujours difficile, donc pour le bénéficiaire. J'espère que ça répond à votre question. C'était vraiment un choix stratégique. Merci beaucoup, Martine. Alors, on a reçu d'autres questions. On a une question. Dorit, vous parliez des programmes sur les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans. Vous avez des programmes avec le SECO. Et je voulais savoir comment est-ce que vous mettez ces personnes en contact avec les employeurs? Comment est-ce que vous proposez des postes? Est-ce qu'il y a une initiative de la part du SECO vers les employeurs et pas seulement les employés? Je me demandais s'il y avait donc cet aspect-là également. Alors, c'est une question intéressante. Peut-être que j'aurais besoin de l'aide de Martine. Au niveau de notre brochure, on mentionne bien entendu les employeurs. C'est un groupe cible. Ils sont aussi importants que les demandeurs d'emploi. Mais je crois qu'on doit être honnête. On n'a pas de vue d'ensemble complète sur comment est-ce que la différence peut être faite entre ces deux groupes cibles. Certains employeurs ont des services bien développés. Pour la partie francophone, on a des cantons qui investissent vraiment dans un réseau d'employeurs. Et au niveau des SPE dans d'autres régions, la situation peut être différente. Nos services pour l'emploi sont moins développés par rapport à d'autres pays. Si on devait faire une comparaison avec les recommandations, en général, l'OCDE indique certaines lacunes, mais j'ai suivi la présentation par les pairs au Luxembourg récemment. Et dans cette présentation, on m'avait informé qu'il y avait des services qui avaient été créés récemment pour consulter les entreprises sur les changements démographiques des employés, avec des questions liées aux ressources humaines. Et c'est quelque chose qui pourrait être exploré en Suisse en particulier, puisque la structure industrielle ou la structure des entreprises en Suisse est composée principalement de PME qui ne pourraient pas forcément se permettre d'avoir des développements spécifiques au niveau des problématiques de ressources humaines. Et donc, c'est un service qui pourrait être très apprécié s'il était fourni par les services publics pour l'emploi.
Mais les employés peuvent avoir des opinions divergentes à ce moment-là. Donc, pour nous, ce n'est peut-être pas une priorité au niveau des services publics pour l'emploi. Mais tant que le taux de chômage est plus bas que la moyenne nationale, les partenaires sociaux, les syndicats sont satisfaits et ne demanderaient pas davantage de mesures qui iraient donc au-delà des mesures pour les groupes cibles. Je peux me permettre, je vais ajouter quelque chose. En fait, la Suisse a fait ça de manière consultative et a fait une campagne de promotion avec sur des grands panneaux dans les stations de train, etc. Vous pouviez voir en fait tous les emplois pendant. En fait, l'idée, c'était de faire en sorte que les gens soient plus réceptifs par rapport pour expliquer en fait que quel que soit l'âge des employés, il y a toujours quelque chose à apporter. Donc, je ne sais pas si cette campagne a eu un impact sur le recrutement ou sur comment les recruteurs fonctionnent, mais cette campagne a été mise en place. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors oui, ça donne vraiment une vue d'ensemble fantastique. Je sens vraiment que je parle à des experts ici, donc c'est fantastique. On a d'autres questions? Alors, vous avez reçu beaucoup de questions, hein. Ça montre que les gens sont vraiment très intéressés par vos présentations. J'ai une autre question ici, et si on n'a pas le temps de répondre à tout, eh bien, vous pourrez nous répondre par écrit. On vous transmettra tout ça. Mais on avait une question sur la situation des réfugiés. Des services particuliers leur sont-ils offerts? Alors, les services suisses pour l'emploi fournissent des cours de langue, mais en général, la responsabilité pour les réfugiés incombe à un autre secrétariat d'État. C'est pour cela qu'ils sont une petite proportion des demandeurs d'emploi au sein de notre institution. En fait, pour les réfugiés ukrainiens, par exemple, l'automne dernier, le Conseil fédéral a défini des cibles d'emploi pour ce groupe de réfugiés avec un taux de chômage à 40%. Et malheureusement, les services publics pour l'emploi n'ont pas pu calculer des taux d'emploi ou de chômage pour ce groupe, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au printemps 2024, on atteignait un peu plus de 20%. Mais donc, pour le cas des réfugiés ukrainiens, c'est assez spécifique. On a en particulier des femmes qui ont des enfants. Donc, l'intégration dans le marché du travail est relativement difficile comparée à d'autres groupes cibles. Notre objectif pour les mois à venir sont d'améliorer la coordination des services disponibles, augmenter le nombre de demandeurs d'emploi enregistrés dans ces catégories. Merci beaucoup, Dorit. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, Martine. Il nous reste 5 minutes. Donc, juste une petite question. Et pour les autres, on vous répondra par écrit et on vous transmettra ça par écrit ultérieurement. Vous disiez que vous avez les différentes régions avec 4 langues officielles en Suisse. Si vous employez quelqu'un, est-ce que les personnes doivent parler plusieurs langues? Est-ce qu'elles doivent parler la langue de la région ou allemand? Quelles sont les exigences au niveau des compétences en langue pour les employés? Vous voulez dire pour les employés des SPE? Oui, oui, pour les employés des centres pour l'emploi. Alors, ça dépend des régions et dans les régions bilingues, on doit avoir
par exemple, des compétences en français et en allemand. Et donc, vous pouvez embaucher quelqu'un qui parle allemand, quelqu'un qui parle français, parfois les deux, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un qui parle les deux. Dans certaines régions, on a également beaucoup d'aspects internationaux. Par exemple, dans certaines régions, beaucoup de personnes parlent anglais parce que les employés ne parlent pas forcément ni français ni allemand, et plus anglais. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est très intéressant. Votre présentation était absolument passionnante. Vous avez vraiment attisé nos intérêts. On reviendra vers vous par écrit. On vous répondra un peu plus en profondeur. Donc, vous avez les coordonnées et également. Mais Dorit, je pense que vous vouliez dire quelque chose pour la conférence à venir. Peut-être que vous pouvez souligner ça. Oui, merci beaucoup de m'avoir rappelé ça. Alors, en fait, la Suisse, avec d'autres institutions partenaires, l'Université d'Uzi organise une conférence sur les pénuries de compétences en début septembre. Les documents ont été déjà transmis au site de l'ANSEP. On serait ravis de vous accueillir lors de cette conférence. Les informations sont sur le site Internet. On aura des discussions avec, par exemple, les différents aspects des pénuries de compétences, les nouvelles stratégies qui visent à retenir les talents, des approches axées sur les compétences pour améliorer l'efficacité des correspondances entre les emplois et les compétences, comme fournis par les SPE, et d'autres questions très intéressantes et davantage de discussions sur le sujet pour cette conférence. Voilà. Merci beaucoup, Dorit. Avant d'oublier, je voulais vous rappeler l'existence de cette conférence. Donc, merci beaucoup d'en avoir parlé. Merci à vous et à Martin pour votre présentation. Alors, nous aurons une présentation en mai, le 15 mai, avec la présentation de la Suède cette fois-ci. Au mois de juin, le 12 juin, on aura une présentation sur l'Autriche. On a d'autres services nationaux pour l'emploi qui vont nous faire des présentations à la fin de l'année. Je ne vais pas encore les annoncer, mais on aura des pays asiatiques et on vous en parlera davantage sur notre site Internet. On vous parlera donc des webinaires à venir et des pays qui vont nous présenter leurs services nationaux pour l'emploi. Si jamais vous souhaitez vous porter volontaire, si vous souhaitez présenter votre pays, n'hésitez pas à nous contacter ici à l'ANSEP puisque c'est nous qui organisons cela. On est très reconnaissants et vraiment ravis d'avoir cette grande communauté, d'avoir un public aussi étendu aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on vous enverra un mail avec le résumé, avec la présentation. On vous en a déjà partagé sur le chat, mais on pourra vous envoyer tous les documents avec les questions qui restaient sans réponse aujourd'hui. Mais avant de terminer, on voulait vous rappeler qu'on aura un questionnaire de retour à la fin du webinaire. On vous serait reconnaissant d'y répondre. Vous pouvez donc noter le webinaire. Mais merci beaucoup. Merci aux intervenants. Merci aux interprètes. Merci pour vos questions fantastiques au niveau du public. Passez une très bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde. Donc, un grand merci à toutes et à tous. Et l'interprète s'excuse pour le problème de connexion Internet.